Les consommateurs dénoncent la valse des étiquettes. Taux record pour le premier emprunt Mauroy. La sonde américaine ce soir au rendez-vous de Saturne. Hinault reste optimiste pour les championnats du monde sur route. Bonsoir. La hausse des prix pendant les vacances. Il ne s'agit pas cette fois d'un indice officiel, mais d'une simple petite enquête effectuée dans les Alpes-Maritimes. C'est l'éternel problème des prix qui attrapent la fièvre sur les plages dès qu'apparaissent les premiers touristes. Au vu de cette enquête, le préfet des Alpes-Maritimes va prendre des sanctions vis-à-vis des commerçants qui ont abusé. Et cette enquête menée par les services de la concurrence montre par exemple qu'en moyenne, par rapport à l'an dernier, les hausses ont été de 25 à 35% dans les hôtels et les campings, sans compter certains cafés où la hausse a dépassé 150%. Invité d'Antenne de Midi, André Henry, le ministre du Temps libre, a annoncé que l'an prochain, la lutte contre les hausses abusives d'été commencerait dès le mois de mars. Françoise Kramer. En fait, c'est chaque année à la même époque. Dès qu'arrive le gros des touristes, commence la valse des étiquettes. Dans tous les secteurs et bien sûr dans l'alimentation. Au bord de la mer, on a légitimement plus qu'en ville envie de poisson et voilà le kilo de cabillaud qui saute de 14 à 20 francs. Râler ne sert à rien, même si les estivants ne sont pas dus. Je trouve que les prix sont plus élevés ici qu'en région parisienne. C'est pas très logique. Mais non, c'est pas très logique. Mais il est vrai que lorsque je reviens en septembre, les prix augmentent aussi sur Paris. On paye quand même moins cher l'hiver que l'été quand il y a du monde. Ah oui? Oh là là, oui. Il n'y a pas que l'alimentation, encore que ce soit le secteur le plus évident. L'Union fédérale des consommateurs a mené une enquête dans une dizaine de villes de vacances et lieux touristiques, enquête qui dénonce d'autres secteurs où les prix flambent. En premier lieu, les cafés et les restaurants. 50% des débits de boissons augmentent la plupart des boissons touristiques, du genre citron pressé, pastis, Coca-Cola, en mai et juin, juste avant que les vacanciers arrivent. Quant au restaurant, le prix d'un menu le moins cher dans un restaurant augmente en moyenne 3 fois plus vite dans les lieux de vacances qu'à Paris. Vous signalez aussi une sorte de double prix, alors pendant l'été, un prix vacancier et un prix gens du coin. Oui, nous avons également fait des enquêtes dans les commerces d'alimentation, dans les boucheries. Là aussi, les prix augmentent plus vite dans les lieux de vacances qu'à Paris ou sur le plan national. Et il existe même, effectivement, nous avons eu des témoignages, un système qui consiste à faire une réduction aux habitants du pays alors que les touristes payent, si je puis dire, plein tarif ou sont accueillis avec des tarifs nettement excessifs. Excessif, en effet, mais il n'y a pas que le bord de mer. Les étrangers dans la capitale ne sont pas mieux lotis. Et d'après une autre enquête de la même Union fédérale des consommateurs, Belges, Italiens ou Japonais sont nombreux cet été sur les Champs-Élysées auprès de Beaubourg, contraints de payer 8 francs pour un coca, 6 francs pour un demi ou 5 francs pour un café. J'ajoute que le ministère de la Consommation s'est déjà préoccupé du problème. Il avait lancé dès cet été une enquête sur les prix dans les villes de vacances. Et les services de Catherine Lalumière, le ministre, sont dans l'ensemble d'accord avec l'UFC pour constater des hausses saisonnières de 20 à 40%. Le problème, c'est que les contrôleurs ne sont pas assez nombreux. Le ministère de la Consommation souhaite renforcer ses services de répression des fraudes. Au Conseil des ministres demain, 2 choses très importantes. Le président Mitterrand va commenter le programme du gouvernement. Il va en tracer les grandes lignes pour les 4 mois à venir. Et puis d'autre part, c'est demain aussi que sera présenté au Conseil le projet de loi sur l'abolition de la peine de mort. Aujourd'hui, on en a appris un peu plus sur la manière dont le gouvernement va financer son programme. Nous vous le disions en titre, un emprunt va être lancé, 8 milliards de francs, avec un taux élevé, 16,75%. Détail pratique, le gouvernement va émettre cet emprunt début septembre. La durée de l'emprunt sera de 6 ans et il sera constitué d'obligations de 2 000 francs. Philippe Sassier, cet emprunt va être un test pour le nouveau gouvernement. Oui, il va d'autant plus servir de test que c'est un emprunt qui ressemble tout à fait aux autres emprunts des 4 dernières années. Il ne s'accompagne d'aucun gadget, ni d'aucun avantage fiscaux spécial. Alors, on va voir s'il intéresse les capitaux étrangers, notamment les fameux capitaux arabes, et puis les particuliers. Il faut également noter que les autres gouvernements faisaient largement appel à l'emprunt pour financer aussi leur déficit budgétaire. Alors, comment l'annonce de l'emprunt a-t-elle été accueillie ? Écoutez, du côté des particuliers, il n'y a pas encore de réaction. Ils sont toujours
en vacances, et puis on n'a pas l'habitude de voir un emprunt annoncé en plein mois d'août. Le gouvernement, semble-t-il, veut un petit peu tester l'opinion, voir comment elle réagit, et puis c'est la raison pour laquelle le montant, 8 milliards de francs, apparaît assez modeste. Du côté des gros bas de laine, c'est-à-dire les banques, les compagnies d'assurance, la Caisse des dépôts, bien, l'accueil est, semble-t-il, favorable, le taux 16,75% est attrayant, et puis la durée est courte. Cependant, les caisses de retraite pourraient se faire un petit peu tirer l'oreille, et elles manquent, semble-t-il, actuellement de liquidité. Tout de même, 16,75%, c'est un record. Effectivement, un taux record qui reflète les taux actuellement pratiqués sur le marché de l'argent. C'est du reste le cas pour les autres emprunts, mais les taux étaient moins élevés, 13,80% en janvier et en octobre dernier, puis il y a 3 ans, l'État empruntait environ 10%. Alors, 16,75%, ça signifie deux choses. D'abord que le ministère des Finances reconnaît implicitement que le taux d'inflation restera assez élevé pour les mois qui viennent, et puis l'État, eh bien, s'aligne sur les conditions qui sont faites aux emprunteurs privés. Alors, est-ce qu'on peut attendre d'autres emprunts par la suite ? Oui, on pourrait voir ressurgir l'idée, déjà annoncée il y a quelque temps, de ce fameux emprunt franco-allemand. En tout cas, si cet emprunt est un succès, eh bien, effectivement, il pourrait être suivi d'autres emprunts. Actuellement, ce que l'on peut dire, c'est si le taux est élevé, eh bien, l'endettement de la France reste très inférieur à ce qu'il est aux États-Unis, en Grande-Bretagne et même en Allemagne, ce qui signifie que la signature de la France devrait rester solide aux yeux des investisseurs. Et puis, de toute façon, 8 milliards, ça s'absorbe assez facilement. L'actualité à l'étranger, avec tout d'abord la nouvelle rencontre Sadat-Begin. C'est leur 11e rencontre et cette fois cela se passe à Alexandrie, en Égypte. Menachem Begin, le Premier ministre israélien, est arrivé à la mi-journée en Égypte et il doit avoir 2 entretiens en tête-à-tête avec le président Sadat. La dernière rencontre des 2 hommes a eu lieu il y a seulement 3 mois, mais depuis il s'est passé des événements importants. En l'occurrence, les 2 bombardements israéliens sur la centrale nucléaire irakienne à Tammuz d'abord et ensuite le bombardement de Beyrouth. Ces 2 attaques ont sérieusement assombri les relations entre l'Égypte et Israël. D'autant qu'une fois de plus, le principal problème évoqué entre les 2 hommes, ce sera le problème palestinien. Oui, le problème palestinien sera évoqué en priorité. Il est vrai que récemment, l'Arabie saoudite a élaboré un plan de paix impliquant la reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël. Un élément nouveau qui a trouvé un écho à la fois dans certains milieux israéliens et auprès de Yasser Arafat. L'Égypte se voit donc encouragée dans sa volonté de conduire Israéliens et Palestiniens au dialogue. Mais Anwar el-Sadat est obligé de demeurer modéré pour ne pas compromettre les autres points du contentieux avec Begin. D'abord, l'autonomie palestinienne, autrement dit le sort des territoires occupés depuis 1967, Cisjordanie et bande de Gaza, où les Israéliens continuent leur politique d'implantation. Puis l'annexion de la ville de Jérusalem qui avait provoqué une première rupture des pourparlers. Enfin, le respect du calendrier d'évacuation du Sinaï par les Israéliens que Begin paraît aujourd'hui lié à un accord sur l'amélioration des rapports entre les 2 pays. Donc une rencontre difficile qui, si tout va bien, peut à terme déboucher sur une perspective intégrant des partenaires qui ne sont guère favorables aux accords de Camp David et au mieux un tout petit pas vers la paix. Invité du journal ce soir, Claude Cheysson, le ministre des Relations extérieures. Claude Cheysson est rentré ce matin d'un voyage en Inde. Nous allons y revenir tout de suite avec Paul Nahon. Mais tout de suite, Monsieur Cheysson, le Proche-Orient, puisque nous venons d'en parler, et le problème palestinien. Alors, dans les jours qui viennent, vous allez vous-même vous rendre au Proche-Orient. Et on a parlé d'une éventuelle rencontre avec Yasser Arafat, le leader de l'OLP. Alors, c'est vrai ou c'est faux ? Nous multiplions les contacts, n'est-ce pas ? Demain, le président de la République reçoit l'émir de Qatar, le roi de Jordanie. Je serai en fin de semaine en Jordanie, au Liban et en Syrie. Nous croyons utile de rencontrer tous ceux qui comptent. Si j'ai une occasion de rencontrer Yasser Arafat, je le ferai volontiers. On a l'impression qu'il y a un petit mystère autour de cette visite. Pas de mystère, non. Pas de lieu défavorable, problème de protocole, Comme vous le savez, Yasser Arafat est toujours très mystérieux dans ses déplacements. C'est la raison pour laquelle il est difficile à l'avance de savoir s'il sera dans le même lieu que moi à un moment où je m'y trouve. Bien, admettons, monsieur le ministre, que vous le rencontriez à Beyrouth, par exemple. Est-ce que vous lui tiendriez les propos que vous avez tenus il y a quelques semaines à Paris, c'était je crois avant les vacances, en affirmant que l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, n'était pas le seul représentant du peuple palestinien? Est-ce que vous maintenez ces propos? Bien sûr. Pourquoi voulez-vous que je change? D'ailleurs, une déclaration récente... Non, parce que l'OLP dit que c'est un recul de la position française sur le problème du Moyen-Orient. Ceci est faux. C'est la position qu'a la France depuis longtemps, qu'ont d'ailleurs tous les pays européens. Nous reconnaissons l'OLP comme représentative
du peuple palestinien, nous ne la reconnaissons pas comme le représentant du peuple palestinien. Et le représentant de l'OLP à Paris l'explique très bien. Dans une interview qu'il vient de donner, il explique qu'ils ne peuvent pas reconnaître Israël parce qu'ils ne sont pas un État, parce qu'ils n'ont pas les droits internationaux qui leur permettent de reconnaître. Pour la même raison, ils ne peuvent pas être reconnus comme le représentant. Monsieur le ministre, revenons, si vous le voulez bien, à votre voyage en Inde. Il y a eu l'Inde, donc, mais auparavant, il y avait eu aussi les pays d'Amérique centrale. Alors, que cherche la France dans ses relations avec les pays du tiers-monde? Des marchés économiques ou bien des soutiens politiques? Ça va plus loin que ça, n'est-ce pas? Nous sommes très engagés dans la volonté de définir un nouvel ordre, un nouveau type de relation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ça nous paraît important pour la paix du monde. Il faut remarquer que tous les grands troubles dans le monde sont dans les pays du Sud. Ça nous paraît important politiquement. Nous avons l'impression que la revendication de ces pays est souvent de la même nature que la revendication qui nous a amenés, nous, au pouvoir. Nous parlons pour les faibles, chez nous, comme là-bas. Conan. Oui, mais au-delà de cette politique, vous savez très bien qu'une politique envers le tiers-monde, ça coûte très cher. Mais qu'est-ce que ça peut nous rapporter concrètement? Politiquement, d'abord, ça apporte confirmation des lignes que nous avons adoptées chez nous et que nous souhaitons voir adoptées au niveau mondial. Je dirais que c'est un des éléments de l'indépendance de la France. La France d'aujourd'hui est tout aussi indépendante, elle a une aussi grande obsession de son indépendance qu'autrefois. Nous faisons partie de l'Alliance Atlantique. Un des éléments qui nous y distingue par rapport à nos partenaires, c'est précisément cette orientation différente vis-à-vis du tiers-monde. J'ajouterais que nous avons besoin de croissance. Qui, en France, qui parmi les téléspectateurs actuellement, peut contester le besoin de croissance? Alors, moi je voudrais qu'on m'explique comment on a croissance s'il n'y a pas un élargissement du marché. C'est bien beau d'avoir de l'argent disponible pour investir, mais pourquoi diable investir s'il n'y a pas de place pour la production supplémentaire? Il faut des marchés plus larges. Or, y a-t-il au monde des marchés plus avides de se développer, plus avides de s'élargir, plus capables de s'élargir que les marchés des pays les plus pauvres? Il faut transposer au niveau du monde ce qui s'est passé dans notre société. C'est par le fait que les classes les plus pauvres de notre société ont acquis un certain pouvoir d'achat, une certaine possibilité. Nous avons connu toute la croissance des années d'après-guerre. Eh bien, le même raisonnement est valable au niveau du monde. Ça fait beaucoup de motivation pour la France. Vous avez déclaré aussi que l'Inde, et vous avez déclaré cela à New Delhi hier, je crois que l'Inde était un des seuls pays à être entendu à Moscou. Est-ce que vous avez profité de ce voyage pour transmettre un message aux soviétiques sur l'Afghanistan, par exemple? Vous savez, il y a des vérités d'évidence. L'Inde, c'est 700 millions d'habitants. C'est le plus grand pays non aligné du monde. L'Inde a une frontière commune avec l'Union soviétique. L'Inde est un élément majeur en Asie. Donc, elle a une chance d'être entendue à Moscou. Et si on veut comprendre comment traiter un certain nombre de problèmes du Nord-Sud, eh bien, il faut savoir un petit peu comment s'adresser aux deux super grands. Nous avons une idée sur la manière de nous adresser aux Américains. Que l'Inde échange ses idées avec nous me paraît très important. Dans les différentes parties du monde, du sud du monde, nous souhaitons avoir des partenaires, des interlocuteurs qui ont une autorité, une expérience. Ce n'est pas par hasard que pendant ce mois d'août, je me suis rendu au Mexique, grande autorité en Amérique centrale et proximité des États-Unis. En Algérie, notre vieille relation et la force de l'Algérie, son autorité dans le monde. En Inde, il y a les caractéristiques que je viens de vous dire. Merci, Monsieur le Ministre. Brièvement, le reste de l'actualité à l'étranger. D'abord, la Pologne. La section du syndicat Solidarité pour les aciéries de Katowice organise un étrange référendum. C'est sans précédent dans l'histoire de la Pologne. C'est un référendum sur le directeur de l'entreprise et ses capacités à diriger les aciéries. Les résultats du référendum ne seront connus qu'à la fin du mois. Les Iraniens exilés à l'étranger manifestent un peu partout. En Suède encore, une centaine d'Iraniens ont manifesté aujourd'hui à Stockholm. Et en Belgique et aux Pays-Bas, des étudiants ont occupé ce matin les ambassades d'Iran dans ces deux pays. Des occupations pacifiques qui n'ont duré qu'une heure à peine. Enfin, la Grande-Bretagne, le chômage s'accroît considérablement dans ce pays. En août, le chiffre de 3 millions de chômeurs a été frôlé. Un travailleur anglais sur 8 est au chômage. J'ajoute aussi cette déclaration de Michel Jobert, le ministre du Commerce extérieur, à propos du pétrole. Les économies occidentales bénéficient actuellement d'une relative accalmie de la hausse du prix du pétrole, a dit M. Jobert, mais nous sommes toujours sous la menace d'un troisième choc pétrolier. La guerre du vin, suite. Demain, réunion à Bruxelles des experts européens. Les viticulteurs français sont confiants puisque le gouvernement a décidé d'être ferme. Mais en Italie, le ton monte. Les Italiens réclament le dédouanement des 300 000 hectolitres de vin bloqués en France à 7. Et les viticulteurs italiens veulent aussi pouvoir produire du sucre de raisin, ce qu'on appelle aussi le mou concentré, qui sert à enrichir les vins trop faibles en alcool. Pour les Italiens, cela résoudrait le problème de leurs excédents.
Les explications d'Alain Doubesky. Le Midi viticole français produit en grande quantité un vin faible en alcool, un vin qu'on ne peut pas consommer en l'état, il faut donc le couper. Aussi, on va le couper avec du vin italien. Italien parce que ce vin est moins cher et aussi parce qu'il est très alcoolisé. Seulement voilà, si à 1 litre de vin français, on mélange 1 litre de vin italien, on obtient ainsi sur le marché 2 litres de vin. Cela va augmenter nos excédents et provoquer la colère des viticulteurs français qui ont encore plus de difficultés à vendre leurs produits. Les Italiens proposent le moyen d'éviter d'exporter leurs excédents. Depuis quelques mois, ils produisent un sucre de raisin très pur appelé mou concentré rectifié. Ce sucre de raisin sert à enrichir les vins trop faibles en alcool. Il faut 3 litres de vin pour faire 1 litre de mou. Donc, une grande partie de la production italienne pourrait être transformée et non plus exportée. C'est ce produit qui viendrait enrichir nos vins méridionaux et non le vin italien. À partir de ce moment, plus de problème de quantité, puisqu'il suffit d'ajouter 6,5% de mou concentré pour élever un vin de 2 degrés. Mais il faudra l'acheter aux Italiens. Comme pour le vin, l'expédition pourra se faire depuis ce port de Marsala. L'ennui, c'est qu'il coûte cher. La profession n'acceptera d'utiliser le mou concentré italien que s'il est subventionné par la communauté, affirment déjà les coopératives viticoles françaises, qui ajoutent « L'idée est belle sur le papier, mais irréaliste ». Plus de liberté dans la fonction publique, c'est le souhait du ministre Anicet Le Pors. Il l'a dit ce matin, les libertés de la fonction publique vont accomplir un bond sans précédent depuis la Libération. Plusieurs projets de loi sont à l'étude. L'un des problèmes principaux, c'est le droit de grève. Vous le savez, ce droit n'existe pas pour certaines professions, comme par exemple pour les contrôleurs aériens ou les policiers. Auront-ils dans l'avenir le droit de grève? La réponse d'Anicet Le Pors. La compatibilité que je recherche entre l'exercice du service public et l'extension des libertés rencontre dans certains cas des difficultés de mise au point. Ce que je peux simplement vous dire aujourd'hui, c'est que nous allons revoir l'ensemble du problème de l'exercice du droit de grève dans la fonction publique, ce qui m'amènera à revoir les cas particuliers que vous avez évoqués dans un sens positif, c'est-à-dire dans le sens de l'extension maximale des libertés et partant de là, du droit de grève. Les contrôleurs aériens pourront donc faire grève ? Et la question sera examinée avec précision dans le cadre de cet examen général dont je viens de vous parler, mais dans un esprit positif, je le répète. En bref encore, les syndicats français seront nombreux à être représentés au congrès du syndicat polonais Solidarité. Après la CFTC et Force ouvrière, on a appris aujourd'hui que la CFDT et la CGT iraient elles aussi au congrès qui doit se tenir à Gdansk fin septembre. Restructuration dans l'édition, le groupe Hachette a pris le contrôle des éditions Jean-Claude Lattès. Et Jean-Claude Lattès lui-même devient directeur de l'édition du groupe Hachette. Enfin, l'anniversaire de la libération de Paris, plusieurs cérémonies dans la capitale pour ce 37e anniversaire. Jacques Chirac présidait l'une d'elles. Il y a 37 ans, la 2e division blindée du général Leclerc libérait Paris. Pour célébrer cet anniversaire, une cérémonie militaire s'est déroulée en fin d'après-midi en présence de Jean Lorrain, ministre des Anciens Combattants, et de Jacques Chirac, maire de Paris. Jacques Chirac, qui effectuait sa rentrée à cette occasion, a tout d'abord déposé une gerbe devant la plaque commémorant la reddition des troupes allemandes. Puis il a prononcé une courte allocution. Il a notamment déclaré qu'il n'y a pas de sécurité possible sans une défense forte. La liberté ne peut être certainement assurée, et c'est une autre leçon de ces journées que nous commémorons aujourd'hui, que si l'épée et le bouclier la garantissent en permanence contre l'agression. Ainsi comprise, la défense est loin d'être cette servitude, parfois décrite par de faux esprits. Elle constitue au contraire la première des libertés, celle qui fonde toutes les autres, celle sans laquelle aucune autre liberté essentielle ne peut être assurée. Un tout autre sujet maintenant. Voyageur 2 approche de Saturne. La nuit prochaine, la sonde spatiale américaine va s'approcher à quelques milliers de kilomètres seulement de la fameuse planète aux anneaux. Saturne, c'est très loin, et Voyageur 2 est parti il y a déjà 4 ans. Une première sonde, Voyageur 1, était déjà passée pas très loin, il y a quelques mois. Elle avait apporté beaucoup d'informations, notamment sur les anneaux, mais elle avait apporté aussi beaucoup d'interrogations. Car autour de Saturne, il y a en plus d'étranges satellites. Georges Leclerc. Voici le premier, c'est la cacahuète spatiale. Cet astre étrange est apparu hier sur les lucarnes de la NASA.
Il s'agit en réalité d'Hyperion, un des satellites de Saturne. Cette image, encore imparfaite et recueillie à la hâte sur un écran d'ordinateur, vient de parcourir 1,5 milliard de kilomètres. Il lui a fallu 1h30 de voyage à la vitesse de la lumière pour arriver jusqu'à nous, nous révélant un mystère de plus autour de la planète Saturne. Cette planète reçoit en ce moment même la visite d'un engin terrestre, la sonde spatiale Voyager 2, lancée donc il y a 4 ans par les Américains. Armée de caméras et de nombreux appareils scientifiques, Voyager 2 ausculte pour nous les mystères du cosmos. Voici les premières photos rapprochées des anneaux de Saturne prises hier soir. En visant les étoiles à travers les anneaux, les terriens espèrent comprendre pourquoi ces anneaux sont plats au lieu de former une sorte de nuage. En fait, les savants ont l'impression d'assister à la naissance d'un mini-système solaire. Des satellites se forment, des anneaux s'agglomèrent, se détachent, probablement de la même façon qu'il y a près de 5 milliards d'années est née la Terre autour du Soleil. Mais ce n'est peut-être qu'une impression première des savants de la NASA. Cette nuit, Voyager 2 va frôler Saturne. Et demain, nous aurons peut-être des premières réponses. Les douaniers italiens comme les douaniers français, les douaniers italiens viennent de saisir 2 tonnes de hashish au début de l'après-midi près de Bari sur un bateau qui battait pavillon libanais. Le sport maintenant, grande soirée de football demain soir sur Antenne 2, Saint-Étienne contre Dynamo de Berlin-Est. Ce sera à partir de 20h25, donc demain sur notre chaîne. Il s'agit du tour préliminaire de la Coupe d'Europe des clubs champions. Un kit ou double pour les Verts qui ont axé toute leur saison sur la Coupe d'Europe. Une incertitude, Castaneda, le gardien de but, tiendra-t-il sa place? Il semble que oui, car il est maintenant à peu près remis de ses blessures. Autre interrogation, mais en cyclisme cette fois, Bernard Hinault sera-t-il en forme pour le championnat du monde dimanche à Prague? Lui aussi a des problèmes de santé. Hier, il a dû abandonner dans un critérium à Plouay en Bretagne. Mais Hinault pense être rétabli dimanche. Au cours du Tour de Limousin, on n'avait Dieu que pour l'œil gauche du champion du monde. Hinault souffrait d'une conjonctivite. Depuis hier, c'est le genou du Breton qui plonge une nouvelle fois la France du cyclisme dans l'inquiétude à la suite de son abandon au Grand Prix de Plouay. Mais s'il ne s'agit pas de la même blessure que celle qu'il avait contraint à l'abandon l'année dernière dans le Tour de France. Alors Bernard présente un point douloureux précis au niveau que je vous ai défini, au niveau du tiers supérieur du tibia, sur la face interne du tibia. Qui dit douleur dit forcément inflammation, tout ça. Son docteur, le docteur Armand Maigret, a commencé hier un traitement. Il m'a laissé un mot et nous sommes tout à fait d'accord sur la manière de le traiter. Bien sûr, on ne peut pas faire de pronostic dès maintenant pour Prague, mais nous sommes quand même optimistes pour l'instant. Bernard Hinault est plus qu'optimiste car pour lui, sa participation dimanche à Prague pour défendre son maillot arc-en-ciel ne fait plus aucun doute. Je serai au départ de Prague, c'est sûr, mais en pleine forme, je pense que c'est pas 8 jours qu'on dit pour l'instant je suis en pleine forme et je pense pouvoir y rester. Si jamais j'ai le moindre problème au départ, je ferai un travail de sabordage et je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Et que chaque coureur qui se retrouve devant donc, aura tout de suite sa chance pour le championnat du monde et qu'on favorisera la chance de celui qui sera le mieux placé. L'actualité des vacances. Nous vous avons souvent parlé des plages et des stations estivales, mais il n'y a pas que les côtes qui voient affluer les touristes durant l'été. Les régions du centre, elles aussi, connaissent un nouvel afflux. Un exemple, la Dordogne. C'est une très belle région que les Français commencent à apprécier de plus en plus. Ils ne sont pas les seuls. Beaucoup d'étrangers viennent s'y installer en y construisant par exemple des résidences secondaires. Les habitants du Périgord noir ont gardé un esprit indépendant hérité de plusieurs siècles d'autonomie. Aujourd'hui, ils sont partagés entre leur indépendance historique et l'attrait du tourisme étranger. Certes, le tourisme apporte une aide appréciable à l'économie régionale qui repose sur l'agriculture traditionnelle. Peu à peu, le tabac remplace le maïs, céréale indispensable à la production du foie gras, si prisé par les touristes. Du côté de Sarlat, de Souillac ou de Dôme, on reproche à ces étrangers, anglais ou hollandais, acheteurs de résidences secondaires, de ne pas chercher à s'adapter. Actuellement, avec l'arrivée des touristes en masse et tout ça, ça crée quelques problèmes pour ce qui est de la communication entre justement les gens qui viennent chez nous et les habitants du Périgord. Et ce qu'on regrette, c'est l'absence totale d'intégration et le fait que ces gens-là, malheureusement, ne partagent pas du tout notre vie.
Leur première préoccupation quand ils arrivent, c'est de mettre des barbelés autour du lopin de terre qu'ils ont acheté. C'est pas du tout dans l'esprit du pays. Et c'est un peu gênant et ça gêne beaucoup de gens. Une fois, je suis tombé sur un étranger qui ne retrouvait pas sa maison. Il avait acheté une maison il y a 2-3 ans et il savait ni l'endroit où elle était, ni le notaire qui lui avait vendu. On a mis 3 jours à lui retrouver sa maison, quoi. Mais ça n'a pas été triste. Installé depuis 10 ans, cet agent immobilier, lui, ne perd pas ses clients. On ne lui tourne pas le dos, bien que son activité puisse déplaire. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'impression que ça change l'accueil qu'on nous fait. C'est un peu difficile pour moi parce que je me suis très très bien intégré dans le village et dans les alentours. Les Hollandais sont accusés de s'enfermer dans leur vallée et sous leur tente. Un directeur de camping hollandais semble pourtant s'intégrer à l'économie locale. C'est un principe pour moi. Quand je m'avais installé ici, c'est une question principale d'utiliser tous les produits ici de la région. Et moi, je l'ai fait ça aussi avec tous mes investissements. Moi, je l'ai fait tout avec des artisans français. Et spécialement des gens ici, de Saint-Cybranais, de Sarlat et de la région. Et vos campeurs français, est-ce qu'ils s'intègrent facilement avec les campeurs hollandais, belges ou... Pas directement, parce que je crois qu'il y a une différence entre des Français et des autres étrangers ici. Mais en général, après quelques semaines, ça va commencer, oui. Les relations ne sont donc pas aussi tendues qu'on le dit souvent. Pourtant, les agriculteurs affirment que les étrangers ont fait monter les prix des terres cultivables. En fait, ces fameux étrangers, et les Parisiens en font partie, ont surtout acheté de petites parcelles difficiles d'accès et peu rentables. Les gens du Nord ont aussi retapé de vieilles bâtisses, entourées de petits jardins dans les villages. On est loin des grands spéculateurs fonciers prenant les meilleures terres. Mais la meilleure façon de s'intégrer à une région n'est peut-être pas de se retrancher en pleine campagne, derrière une forêt de panneaux d'interdiction. En tout cas, que ceux qui sont en vacances en Dordogne ou ailleurs ne s'inquiètent pas, le beau temps qui règne en ce moment partout en France devrait continuer. C'est en tout cas, Laurent Boussier, ce que vous nous annoncez. Oui Hervé, hier j'avais titré « Encore mieux », aujourd'hui c'est de mieux en mieux, et cela toujours grâce à l'anticyclone qui depuis 4 à 5 jours a pris position sur la France. Regardons les températures qui ont été relevées ce matin à 14 h par la météo nationale et qui pour la première fois depuis très longtemps étaient presque partout supérieures à 20 degrés, avec même un maximum de 28 degrés à Marseille. Le temps prévu pour demain maintenant, eh bien, il est dans toutes les régions encore ensoleillé. Le matin, il y aura évidemment quelques brumes sur le nord, l'ouest et le centre. Et dans l'après-midi, quelques nuages encore passagers près des frontières belges. Le vent, lui, sera toujours de secteur nord, faible généralement, sauf dans la vallée du Rhône, voyez, où il pourra être assez violent. Attention aux incendies de forêt. Les températures prévues pour demain, bien qu'encore inférieures aux normales saisonnières, elles sont en légère hausse. 22 degrés dans le nord, 26 et même 28 degrés dans le sud. Le matin, elles seront quand même assez fraîches. Enfin, pour terminer notre agenda, demain c'est la Sainte Natacha et le soleil se lève à 7 h. Merci Laurent. Avant de refermer tout à fait ce journal, je vous rappelle les rendez-vous avec l'information. Un peu après 23 h, le dernier journal, donc avec Bernard Rapp. Demain, l'invité d'antenne de midi, ce sera Jacques Toubon, secrétaire national du RPR. Et pour terminer complètement le journal ce soir, un hommage à Bill Coleman. C'était un des grands du jazz, on peut même dire l'un des plus grands trompettistes de jazz. Il est mort à 77 ans et il avait connu toutes les grandes scènes du monde. Et c'était aussi le plus français des jazzmen américains, Louis Doucet. Come back to the cave. Come back, honey. Come back, baby, to the cave. Le voici ici avec une bande d'amis dont je renonce à vous détailler les noms. De toute manière, vous prenez un bottin du jazz et vous êtes à peu près sûr de le trouver dans tous les grands orchestres, y compris naturellement quand il en était lui-même le chef. Donc, il était né à Paris, je précise Paris dans le Kentucky en 1904. Il admirait Armstrong, mais il avait fini par acquérir un style tout personnel, fait de finesse, de souplesse et d'une élégance qui le plaçait au tout premier rang des grands trompettes de ce monde. Je peux témoigner aussi de son sens de l'amitié, car sa maison du Gers, il faut dire qu'il habitait la France depuis 1948 parce qu'il détestait le racisme et qu'il adorait le foie gras. Sa maison du Gers, donc, était un peu la maison du bon Dieu.
passez une excellente soirée.